Bonjour à tous et bienvenue dans l'interview. Notre première invitée cette semaine, c'est Isabelle Durand. Bonjour. Bonjour. Vous êtes députée bruxelloise pour Écolo. On va parler de Bruxelles dans un instant, mais je voudrais commencer par l'actualité fédérale. Jacqueline Galland, ministre de la Mobilité, qui suspend le contrat qu'elle avait passé avec le cabinet d'avocats Clifford Chance. C'est le signe que l'incident est clos ? Non, parce que je ne vois pas très bien en quoi suspendre un contrat va suspendre l'illégalité de l'avoir conclu, parce qu'elle l'a conclu dans des conditions qui sont illégales. Enfin, c'est la moindre des choses. Elle a été bourgmestre. Tout le monde sait qu'à partir d'un certain montant, on doit faire un marché public, on doit faire un appel d'offres, on doit envoyer son dossier à l'inspection des finances, on doit le rentrer au Conseil des ministres, toute chose qu'elle n'a pas faite. Donc le suspendre, en fait, ne sert à rien du tout, ne change rien. Il reste une procédure qui est tout à fait illégale. Ouais, c'est quand même sortir d'une situation litigieuse, suspendre un contrat. Ah oui? En quoi? Je dis simplement, c'est dire à l'opérateur, vous arrêtez de travailler pour le moment, et si un jour je suis obligé d'arrêter complètement, j'aurai des astreintes à payer, donc je ne vois pas du tout en quoi cette suspension est un signal de quoi que ce soit. C'est même plutôt un signal de reconnaissance de la faute qu'elle a commise, et à ce moment-là, il y a peut-être... C'est une forme d'aveu. C'est une forme d'aveu, ben oui. Ouais, pourquoi est-ce que c'est grave d'avoir passé ce contrat avec un cabinet d'avocats ? C'est pas grave d'avoir passé un contrat avec un cabinet, c'est grave de passer un contrat dans ces conditions-là, sans ouvrir, je dirais, à d'autres partenaires, en privilégiant un plutôt que d'autres, et en plus à des montants, si j'ai bien vu, qui sont quand même pas piqués des verres. Ouais. Richard Miller, député pour le mouvement réformateur, disait hier midi, c'était sur RTL, que ce sera l'occasion de demander au patron de l'administration de la mobilité, qui a visiblement un peu de conflit avec pas tout à fait la même version que Jacqueline Galland, que ce sera l'occasion de lui demander comment on a confié des missions au cabinet d'avocats ces dernières années au sein de ce service public fédéral. Ça veut dire qu'on choisit un peu les avocats à la tête du client au sein du gouvernement ? Je ne sais pas du tout ce qu'il veut dire. En tout cas, ce que moi je peux dire pour ce qui est du cabinet et des responsabilités dont moi j'ai eu la charge dans le même dossier avec Mme Galland, c'est que les contrats étaient respectés, les appels d'offres étaient faits et j'ai travaillé avec l'administration. On doit travailler avec son administration. Ouais, donc vous étiez ministre de la Mobilité, mais c'était en 99. Oui, il y a déjà un petit temps, mais n'empêche, moi aussi j'ai fait appel, comme d'ailleurs tout ministre. Alors il ne faut pas exagérer ce genre de travail avec l'extérieur. On a aussi une administration, on a des gens qui sont capables de fournir une expertise, on a un cabinet. Donc moi je ne comprends pas qu'on confie tout un dossier à un cabinet extérieur à des prix exorbitants et en plus sans procédure d'appel d'offres. C'est tout à fait irrégulier. C'est-à-dire qu'on aurait pu faire le même travail avec des fonctionnaires de l'administration fédérale ? Pas entièrement, probablement pas entièrement, parce qu'il y a toujours un problème de manque d'expertise dans l'administration fédérale. C'est vrai pour le ferroviaire aussi, d'ailleurs. Souvent, l'expertise, elle est à Belgo Control pour ce qui est de l'aérien, ou elle est plutôt à la SNCB pour ce qui est du ferroviaire. Donc c'est vrai qu'on a un peu dépecé l'administration d'avoir une vraie expertise qui nous permettrait d'éviter ces recours. Mais de temps en temps, il est nécessaire d'aller à l'extérieur, mais alors on y va dans les conditions légales. Moi, je ne comprends pas qu'une bourgmestre, je ne sais pas comment elle gère sa commune, mais franchement, ça me paraît tout à fait anormal. Quand vous étiez ministre de la Mobilité, vous avez fait oui, appel à des avocats pour vous conseiller dans ces deux dossiers-là que vous venez de Oui, citer. mais j'ai aussi, à ce moment-là, fait le choix plutôt de privilégier des bureaux étrangers, parce que je pensais que ce n'était pas plus mal. Elle parle, Mme Galland, elle dit il faut de la confidentialité, c'est un dossier qui est compliqué, il faut prendre de la distance. Attendez, prendre de la distance, qu'est-ce que ça veut dire? Ce n'est pas de la confidentialité contre les citoyens, mais parfois, on aurait intérêt à prendre un bureau étranger, non belge, qui est absolument hors du scope du problème depuis tant d'années. Ouais, et les tarifs étaient comparables ou pas? Nettement moins cher. Quand vous étiez ministre avec des bureaux étrangers, c'était moins cher. Avec des bureaux étrangers, c'était moins cher. Ouais, elle doit démissionner, Jacqueline Galland, aujourd'hui ou pas? En tout cas, elle est mal en point et je pense que ce n'est pas la première faute. En plus, s'il n'y avait eu que ça, mais alors il y a aussi ce problème aussi d'un recours sur lequel on n'a pas plaidé, l'État belge n'a pas plaidé. Donc il n'y avait pas d'avocat désigné par l'État belge. Il y a eu toutes les erreurs de chiffres. Alors on peut pardonner à beaucoup, et moi je suis la première, je ne suis pas non plus une tueuse. Je pense que les gens au début, il faut leur laisser le temps de se mettre en route. On est un an après, on est avec quelqu'un qui ne respecte pas le minimum de règles légales. Moi je trouve que ça pose un vrai problème. Et si j'étais à sa place, je trouve franchement qu'un pas de côté s'impose. Alors, négociation sur le climat. On croyait avoir obtenu un accord entre les régions et le fédéral. Finalement, il n'y a pas d'accord. C'est un camouflet pour ceux qui ont négocié cet accord et qui pensaient avoir abouti ? C'est surtout un camouflet pour la Belgique qui se ridiculise. Enfin, à 3 semaines de l'événement important dont tout le monde parle, la Belgique n'est même pas capable de Donc l'événement important, c'est la fameuse conférence climat qui a lieu à Paris. Oui. 3 semaines avant, on n'est même pas capable de se répartir, d'être crédible en disant voilà, on fait notre effort et on sait très bien qui fait quoi. Donc c'est surtout un camouflet pour la Belgique et c'est surtout, encore une fois,
une fois de plus, l'ANVA qui détricote un accord qu'un autre ministre du même gouvernement avait conclu. C'est encore le fédéral qui pédale dans la choucroute. Mme Marguem croyait que la centrale de Caux pouvait être comptabilisée, etc. Dans les énergies renouvelables. C'est nouveau de l'amateurisme. Donc je pense franchement à pompage, turbinage, ce n'est pas du renouvelable pour la Commission européenne. Voilà, c'est un petit peu technique, mais c'est ça l'histoire. Quand même, je reviens sur cet accord. Donc c'était le samedi 24 oui, octobre. Mme Frémaux était très très fière. Céline Frémaux, dans ses locaux donc de son secrétariat d'État à Bruxelles, elle dit on a un accord. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Mais je pense qu'ils avaient objectivement une feuille de route sur laquelle les ministres de l'Environnement et de l'Énergie s'étaient mis d'accord entre eux, les 3 régionaux et le fédéral, sous la houlette de Mme Frémaux. OK, bonne chose. A priori, moi je trouve que, voilà, même si l'accord est un peu minimaliste, il vaut mieux en avoir un. Et puis, crac, manifestement, il n'était pas sûr d'eux. Mme Marguem a avancé des choses qui n'ont pas été vérifiées sur la centrale de Caux. Le gouvernement flamand, et c'est même pas M. Bourgeois, le ministre-président flamand, qui l'a annoncé, c'est M. Jambon, ministre fédéral, qui en principe n'a rien à dire sur les questions climatiques. Ministre de l'Intérieur. Voilà, qui est ministre de l'Intérieur, qui lui vient annoncer que non, ça ne va pas pour la NVA. C'est pas sérieux, c'est pas sérieux. Alors c'est pas un camouflet pour... Et donc ça veut dire que c'est la NVA qui décide de toutes les politiques en Belgique, y compris celle non, évidemment, du fédéral en matière de climat? Je ne dis pas qu'elle décide de tout, mais en tout cas, elle est à la manœuvre, c'est clair. Et quand elle est à la manœuvre, on doit tout recommencer pour elle. Est-ce que ce n'est pas aussi un peu un constat d'échec pour les gouvernements précédents du fédéral et des régions, et y compris pour Écolo, qui était au pouvoir en région bruxelloise et en région wallonne, de se dire que finalement on n'atteint pas les objectifs qu'on s'était fixés en matière d'énergie renouvelable? Parce que ces objectifs, ils ne sont pas connus depuis la semaine dernière, ça date de plusieurs années. Ça fait presque 8 ans. Et donc, c'est vrai qu'Evelyn Tebroek a aussi mis beaucoup d'énergie pour tenter de trouver un accord avec ses collègues. On approche les 10% d'énergie renouvelable en Wallonie. On est à 6% pour la Flandre, on est à 2% seulement pour Bruxelles. Donc, ce n'est pas du tout assez. Et on perd du temps. Tant qu'on ne répartit pas les efforts que chacun doit faire, on perd du temps dans la réalisation des objectifs. Alors, c'est vrai qu'à l'époque, en 2013, rappelez-vous, on était tout près d'un accord entre le fédéral et les régions et qu'il a fait capoter déjà à l'époque la NVA. Mais donc, ça ne veut pas dire aussi que dans les régions, Écolo n'a pas pesé suffisamment en Wallonie, à Bruxelles, sur cet objectif-là? Tant qu'il n'y a pas de répartition d'efforts, évidemment que c'est beaucoup plus difficile d'être ambitieux dans la mesure où la feuille de route n'est pas tracée pour la région, en l'occurrence pour la région bruxelloise. Ceci dit, en matière d'énergie, franchement, ce qui a été fait ces dernières années, à la fois sur la baisse de CO2, sur les énergies renouvelables, sur tout le volet électricité, sur le volet bâtiment exemplaire, il y a eu comme des efforts énormes qui ont été faits, tant et si bien d'ailleurs que Bruxelles a failli de peu être capitale verte de l'Union européenne. Or, il y avait un volet énergie, et c'était surtout le volet énergie qui était reconnu, parce que le volet mobilité, par contre, il était très mauvais. Qu'est-ce qu'on pourrait faire de plus pour consommer plus d'énergie renouvelable à Bruxelles? On sait que c'est un peu difficile, on ne va pas mettre des éoliennes en pleine ville. Mais je donne une suggestion, par exemple, à la ministre des Déchets, enfin la ministre Fadila Hanan, qui nous a bien ridiculisé aussi avec ses déclarations la semaine dernière. Ne donnons pas de certificat vert à l'incinérateur. Voilà une façon, par exemple, de faire bêtement un gaspillage d'énergie en donnant des certificats verts à l'incinérateur. Non, ce qu'il faut faire, c'est diminuer la quantité de déchets et permettre aux Bruxellois d'être eux-mêmes les acteurs d'une économie d'énergie qui visera à brûler moins de déchets à la sortie, voire plus du tout si on pouvait y arriver. Je vous pose une question qui n'est pas tout à fait sur les énergies renouvelables, mais qui est sur la centrale nucléaire de Doel. Il y a eu un incident ce week-end, il vous inquiète? Ou c'est un incident périphérique? On a beau dire que ce n'est pas un incident nucléaire, c'est un incident de plus dans des centrales qui sont C'est l'incendie d'un transformateur à l'extérieur de l'installation nucléaire. Alors, a priori, c'est vrai que ce n'est pas la centrale elle-même qui est touchée. Néanmoins, ces incidents qui se multiplient semaine après semaine, mois après mois, me font dire que Mme Marguem et le gouvernement fédéral jouent avec le feu en retardant encore et toujours la fermeture des centrales nucléaires. Donc il faut sortir au plus vite. Évidemment. C'est toujours le leitmotiv d'Écolo. Bien sûr. Alors, Erdogan, Recep Erdogan, président turc dont le parti remporte l'élection, est-ce que c'est l'heure de relancer des négociations entre l'Union européenne et la Turquie? Mais d'abord, on aurait dû évidemment entretenir d'autres types de relations et un langage beaucoup plus clair avec la Turquie dans les années qui ont précédé. Parce que M. Erdogan, il a eu au départ, je dirais, une façon de travailler qui était plutôt enthousiasmante, ou en tout cas qui pouvait amener à ce qu'on avait appelé un modèle un peu modéré, un parti, la KP, et une façon de gérer... Malgré que ce soit un parti qui a des racines un peu islamistes. Certes, mais qui parvenait à faire, je dirais, et qui avait d'ailleurs engagé aussi des négociations pour essayer de régler le problème kurde. Il y avait encore beaucoup de problèmes sur la liberté de la presse, mais néanmoins, il y avait un petit espoir d'avoir là quelque chose d'ouvert vis-à-vis de l'Union européenne. Aujourd'hui, évidemment, on est dans une toute autre situation. On est presque dans une
urbanisation, si je peux dire, comme le Premier ministre Orban, c'est-à-dire En d'essayer Hongrie, d'avoir un oui. pouvoir absolu qui peut se passer même du Parlement pour prendre une série de décrets. Donc il ne faut pas négocier avec lui. Je ne dis pas qu'il ne faut pas négocier, on doit toujours négocier, a fortiori Même avec si la on a Turquie. vu que, notamment à cause de ce qui se passe en Syrie, en Irak, sur la problématique des réfugiés, on a besoin de la Mais Turquie. évidemment qu'on a besoin de la Turquie, donc Ouais. on va devoir malgré tout faire avec lui. Ceci dit, il ne nous aide pas plus par exemple qu'un M. Netanyahou ne nous aide non plus, avec des attitudes qui sont des attitudes purement sécuritaires, qui visent à créer la peur et à amener finalement l'adhésion des gens sur la peur. Ça, c'est pas la bonne façon de créer une vraie Turquie démocratique, ouverte, et qui fait son rôle, qui joue son Il n'y a rôle. pas eu un grand troc, aidez-nous sur la problématique des réfugiés, et on va rediscuter un petit peu avec vous de Oui, mais enfin, l'entrée dans l'Union européenne. l'Union européenne est d'une mesquinerie totale. Hein. Quand on va essayer de négocier, gardez-les, les migrants chez vous, faites des camps aux frontières, gardez-le, et en échange, on va essayer d'alléger les visas. Je trouve que c'est une politique qui est une politique hypocrite. Ou bien on ouvre une discussion générale sur tout, y compris sur les réfugiés, mais reporter les réfugiés et prendre le reste, ça ne va pas. Alors, il nous reste 2 minutes. Vous allez vous promener au viaduc Reyers ce week-end? Oui, non, c'est très impressionnant. Hein. Ces travaux sont vraiment... aujourd'hui, maintenant, l'espace est rouvert. C'est assez troublant à voir. Je pense que c'est une très bonne chose, évidemment. Il est temps que les travaux se terminent aussi, parce que je pense pour beaucoup de riverains et de gens qui passent par là, Là, il y en a encore pour quelques semaines. Hein, ils viennent de commencer. Bien sûr. Laissons-leur le temps. Pour le reste, moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est le réaménagement de ce boulevard, c'est le réaménagement de la place Mézère. Ouais. Alors, vous aviez dit que vous ne vouliez pas, vous suggériez qu'il ne fallait pas un tunnel sous Mézère. Vous étiez venu nous le dire dans le studio. Le gouvernement vous a entendu, en tout cas, il est venu même avec vous. Il n'y aura pas donc de tunnel routier sur Mézère. Est-ce que ça veut dire qu'on se dirige vers un simple boulevard urbain avec juste 2 bandes, quelques espaces verts au milieu et que tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes? Mais il reste encore des enjeux qui sont la question de ce fameux tunnel tram en dessous de la place Mézère aussi, dont il faut, je pense, appliquer la même méthode, c'est-à-dire voir ce qui se passe avec le tram en surface, voir ce qui se passe avec le tram en sous-sol. Est-ce qu'on ne va pas avoir un jour une bonne décision le goulet Reyers comme on a eu le goulet de l'avenue Louise? Avec tous les automobiles qui arrivent de l'autoroute 40. Si en même temps on commence à mener une vraie politique de mobilité dans cette région, et franchement, elle tarde, hein, une vraie politique de mobilité qui fait vraiment la part belle au transport en commun, qui fait la part belle à d'autres usagers que seulement la voiture, qui permet d'avoir de vraies alternatives, qui multiplie toutes les voitures en partage, mais ce n'est pas etc. qu'une problématique régionale, Isabelle Durand. On sait bien qu'à cet endroit-là, il y a beaucoup de nafteurs qui arrivent de Flandre et de Wallonie. Bien entendu, mais on va quand même de toute façon un peu réduire l'entrée de l'autoroute, ce qui est une bonne chose pour récupérer ce fameux parkway sur l'entrée de l'E40 à l'intérieur de Bruxelles. On va devoir aussi travailler sur la manière de faire diminuer le nombre de voitures qui entrent dans Bruxelles. Ça, ce n'est pas une compétence bruxelloise, c'est néanmoins quelque chose qu'on peut faire, y compris d'ailleurs avec la SNCB. Je signale que le projet RER, qui recule au plus on avance, aujourd'hui risque de prendre un autre nom, puisqu'on va l'appeler S, le grand S pour le système, le Bahn, le S allemand. Je crois surtout que c'est une manière de ne pas avancer sérieusement sur le RER au niveau de la SNCB. Nous, on a fait des alternatives. On peut employer le train à Bruxelles. Ce serait une bonne façon d'avoir beaucoup moins de voitures et donc de permettre que Reyers ne devienne pas un jour le Goulet-Louise. Merci Isabelle Durand d'avoir été l'invitée de l'interview. On se retrouve demain sur la même chaîne, à la même heure.